vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine en gatilla, chuta, Messieurs, l'heure, elle n'est pas forcément grave, elle n'est pas forcément positive également, mais on est sorti d'une semaine où on gagne en Champions League, on ne gagne pas en championnat, et on a l'impression que cette saison, elle va basculer d'un côté comme de l'autre, mais on est dans le flou artistique, franchement. Et là, je me pose la question de savoir vers quoi tend ce Real Madrid qui est capable de gagner à Bergame, même si c'est à 11 contre 10, mais qui est capable de faire un match de meilleure facture et de ne pas gagner contre la Real Sociedad. C'est clairement à l'image de cette saison, c'est-à-dire qu'un Real qui a des résultats mitigés, qui est capable du meilleur comme du pire, du meilleur même à 11 contre 10 contre l'Atalanta avec une victoire qui met l'équipe dans les meilleures dispositions en vue du match retour au stade Di Stefano, et également du pire, c'est-à-dire une domination stérile, c'est-à-dire parvient pas à concrétiser ses occasions et qui fait match nul contre la Real Sociedad, alors que les Real Madrid avaient toutes les clés en main pour pouvoir mettre la pression sur l'Atlético en vue du derby. Donc là, c'est un peu à l'image de cette saison, mais malgré tout, on en reparlera un peu plus tard, il y a quand même des signes positifs qui peuvent laisser, qui annoncent potentiellement de bonnes choses pour la fin de saison si ça se confirme après sur les prochains matchs et notamment contre l'Atlético dimanche. On a vu quoi de positif, Johan ? Écoute, moi personnellement contre l'Atalanta, malgré la victoire, j'ai pas vu quelque chose de forcément positif dans le sens où en supériorité numérique on a été incapable de porter le danger de manière assez constante face au but de Pierluigi Golini. Donc il est clair que ça a été assez décevant, mais bon, on va pas faire la fine bouche parce que quand même une victoire à l'extérieur, ça reste quand même un résultat qui est de bonne facture, même si c'est vrai que la saison 2018-2019 plutôt nous a montré que gagner à l'extérieur n'est pas. Ça vaut peanuts maintenant. Comment ? Ça vaut peanuts maintenant. Exactement. que ce soit nous contre l'Ajax qu'on a pris 4-1 à domicile, mais bon bref, je vais pas refaire l'histoire. Mais il est clair que on va dire ça a été positivo-négatif. Mais hier, ce qui s'est passé pas hier, mais lundi, franchement, c'est ultra décevant dans le sens où on a été incapable de convertir nos occasions en but, sachant qu'on a été, je trouve, assez intéressant dans l'animation du jeu, dans l'intensité qu'on a mis dans le jeu, mais on a raté beaucoup trop d'occasions. Et c'est limite ironique que ce soit Vinicius qui égalise, lui justement, qui a du mal en général sur le dernier geste. Mais non, c'est un mauvais résultat. On a été bon dans le jeu, mais c'est un mauvais résultat. Donc je suis globalement déçu quand même de cette semaine parce que je pense qu'il y avait possibilité de mettre une pression supplémentaire sur l'Atlético. Mais bon, attendons de voir ce que ça va donner déjà lors de nos confrontations et lors de leur match en retard aussi. Mais Jérémy, on est pas super bon, mais on arrive à gagner. Et quand on est bon, on ne gagne pas. Quand on planifie une saison en ayant donc tous ces enseignements et quand on suit Esprit Madridista, mais en fait on a l'impression qu'on est comme le vent en fait. On nous souffle dessus et un jour on va à gauche, un jour on va à droite et on n'a pas de stabilité en fait. Oui, effectivement, c'est ça qui peut être éventuellement inquiétant, c'est-à-dire que Real Madrid n'est pas gage de sûreté et même avant le match on n'est pas forcément serein quant à la finalité du match, savoir si Real Madrid va gagner ou pas. Malgré tout, en fait, là où Johan a parlé un petit peu aussi dans le contenu du jeu, il y a quand même du positif, c'est-à-dire que certes Real a un manque d'efficacité, notamment dû à l'absence de Benzema. On voit que Real Madrid est totalement dépendant offensivement de la présence de Karim Benzema, et malgré tout il y a des sentiments positifs qui ressortent de cette semaine, même si Real a joué à 11 contre 10 contre l'Atalanta, il y a une évolution quand même dans le contenu proposé par l'équipe,
notamment par le biais d'une réorganisation tactique, et on l'a encore vu notamment en première période contre la Real Sociedad, c'est-à-dire que Real Madrid s'est procuré énormément d'occasions. Malheureusement, voilà, il y a eu un manque d'efficacité de par l'absence notamment de Benzema, mais ça montre que Real Madrid progresse, et il y a aussi du positif dans le sens où il y a les retours de Rodrigo, de Valverde, qui vont être des munitions supplémentaires pour Zidane, notamment pour concrétiser des occasions ou apporter du danger dans la surface. On l'a encore vu hier soir lors de leur entrée en jeu. Et il y a également aussi du positif, c'est-à-dire en dehors du terrain, en dehors du match hier soir, c'est-à-dire les retours progressifs de Benzema et de Sergio Ramos. Sergio Ramos serait notamment disponible pour le match contre l'Atalanta, mais Benzema plutôt pour le derby. Donc globalement, il y a des sentiments positifs qui ressortent de ces matchs-là, et ça peut, compte tenu de ce qu'a réussi à faire le Real Madrid avec les nombreuses absences, c'est-à-dire obtenir quand même des résultats et tenir face à la pression mise par le Barça, voire l'Atlético en Liga, et c'est quand même à mettre sur le mérite de Zidane. Donc on voit que le Real Madrid a réussi à tenir malgré les absences, et là, avec les retours des différents blessés, il ne peut y avoir qu'une amélioration en termes de résultats et de contenu, notamment si on tient compte de ce qui a été fait hier soir en première mi-temps contre la Real Sociedad. Mais après, voilà, c'est vrai que quand on voit le match contre l'Atalanta, on va pas se cacher, c'est l'arbitre qui décide du sort du match. C'est pas le Real Madrid qui décide de comment on gère la rencontre. Ouais. Et moi, on a l'impression qu'on est, voilà quoi, là encore une fois, on donne du grain à moudre à nos détracteurs, en se disant que le Real Madrid a encore bénéficié de l'arbitrage. Bon, il y avait bien faute. Est-ce qu'il y avait penalty? Est-ce qu'il y avait bien carton rouge, sur cette action? Je suis pas forcément certain. Et en fait, on a été privé d'une opposition aujourd'hui qui voilà, donc d'une opposition de qualité normalement de la part de l'Atalanta qui fausse. Oui, voilà, mais qui fausse clairement en fait la vision que l'on a de cette semaine-ci, et qui franchement, je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast pour le match retour avec nos amis de l'Atalanta, m'inquiète pour une éventuelle qualification. Et comme tu l'as dit, Johan, en 2019 on gagnait à l'extérieur, qui plus est avec un résultat assez étriqué, c'est pas gage de réussite pour le match retour à domicile. Donc, il faut rester mesuré. Je pense qu'il faut rester mesuré. Et après, pour ce qui est de l'arbitrage, peut-être c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Vous avez des clubs qui ont eu des pénaltys généreux et qui ont pris 4-1 à domicile. Donc, c'est pas non plus gravissime, quoi. Oui, mais il n'y a pas eu carton rouge, papa. Oui, certes. Voilà, mais carton rouge à la 15e minute, vas-y, va jouer que 75 minutes après derrière. Clair que c'est sévère. Il est clair que c'est vraiment sévère. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment sévère de ouf ce qui s'est passé. Mais après, voilà, c'était l'Atalanta, ça aurait pu être n'importe quelle équipe. C'est pas propre au Real Madrid, justement. Le Real Madrid ne met pas une pression spéciale sur l'arbitre. Je pense pas que vous avez vu énormément de personnes qui ont mis la pression sur l'arbitre pour que l'arbitre puisse mettre un carton rouge. Donc non, je pense que oui, c'est vrai que c'est sévère. Mais voilà, c'est un fait de jeu qui a son pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais voilà, faut passer à autre chose. Non, oui, on va passer à autre chose. On va passer aussi sur ce qui a donné le sourire aux Madriennes, c'est le but de Ferland Mendy, un but mystique, Jérémy. Franchement. C'est Matuidi ou Mendy qui a marqué? Je sais même pas. Mais t'as vu en plus Mendy qui jouait à la fois arrière gauche. Attaquant de soutien, je sais pas je sais pas comment à certains moments ça jouait. Je voyais il était très axial, et là tu le vois, il est dans une position axiale, il ouvre pied droit, petit filet. Franchement, si on aurait pu, qui aurait pu imaginer un tel scénario, et si on avait parié dessus, franchement, là j'arrête Esprit Madridista parce que je suis devenu riche là, Jérémy. Oui, effectivement, d'autant plus que ce n'était pas lui qui devait concrétiser cette action, c'était une action travaillée à l'entraînement, ça ne devait pas être Mendy qui devait être à la finalité lors de la mise en place de cette action. Donc c'est pour ça que ça a un peu surpris notamment Zidane sur le banc et notamment les supporters de par le fait que le pied droit, ce n'est pas le pied fort de Mendy, même s'il est assez bon des deux pieds. Et notamment on le voit lors des centres du pied droit, c'est assez catastrophique. Et là, le fait qu'il arrive à l'enrouler de l'extérieur de la surface
pour tromper Golini, ça vient un peu nulle part et ça vient aussi en même temps. C'est dans la dernière tendance du Real Madrid dans leur dernier match, c'est-à-dire des buts à l'arraché. Ça sort un peu nulle part, une tête de Casemiro, voilà, un but de Ferland Mendy en fin de match. Et finalement, ça donne la victoire au Real Madrid, mais c'est vrai que c'était un peu à l'arraché. Et ça témoigne aussi du faible effort offensif des joueurs, des attaquants qui ont été mis en place sur le dernier match en l'absence de Benzema. Mais c'est vrai que ça a surpris tout le monde. Après, tant mieux. Tant pis pour les supporters de l'Atalanta, mais tant mieux pour le Real Madrid. Et ça met le Real Madrid dans les meilleures dispositions pour le match retour. Même si Johan et toi, Gilles, a évoqué le match contre l'Ajax, à ce moment-là, le Real Madrid se présentait sans Sergio Ramos au retour. Alors que là, normalement, il devrait enregistrer le retour de Sergio Ramos, donc ça apportera un surplus de qualité et de sérénité en défense. Ah, moi j'annonce tout de suite, si Sergio Ramos joue, on gagne pas le match retour. C'est annoncé. Ouais, voilà. Voilà, au moins comme ça, les gens auront entendu. Voilà. C'est oui parce que là on attendait Sergio Ramos. Ouais, on va jouer sans Ramos. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Là on voit depuis plusieurs rencontres que Sergio Ramos, est-ce qu'on a fondamentalement besoin de lui? Voilà, laissez-moi admirer le travail de Nacho depuis qu'il assure l'intérim à sa place. C'est vrai, Nacho fait un excellent boulot. Il faut vraiment le saluer par rapport à ça. Il fait un excellent boulot depuis son retour et je suis content qu'il reste quand même des joueurs de cette manière-là qui réclament pas forcément des 15 millions d'euros pour rester. Et je suis vraiment content. Des gens qui ne volent pas l'argent du Real Madrid à un âge avancé. Voilà. Exactement. Donc voilà, au moins ça c'est dit. Dédicace, merci beaucoup. Mais voilà, donc là sur la Ligue des Champions, voilà, je pense qu'on aura le temps de refaire préparation de match et peut-être même, attention, s'il y a qualification, je suis pas certain de ça encore, on pourra même faire le débrief quasiment dans la foulée, ce serait plutôt pas mal. Et on va voir comment ça va se dégoupiller cette Champions League pour nous, puisque je vois Johan qui dit pourquoi pas, parce que maintenant on n'a même plus besoin de bien jouer au football pour aller loin en Ligue des Champions. Pour la gagner, non, toi t'es ambitieux. Est-ce faux? Mais attends, mais un minimum quand même. Que ce soit qu'on appelle le vainqueur en titre ou même Liverpool, quand même il y a eu un minimum de tenue quand même, non? Dois-je vous rappeler la saison 2015-2016, les gars? Mais toi, tu regardes trop dans le rétroviseur, c'est ça? Non, mais c'est une réalité. L'année dernière, on a gagné le championnat. Il y avait la VAR en 2015-2016. Hein? L'année dernière, on a gagné le championnat. Est-ce qu'on était bon? On a été meilleur que les autres sur la fin de saison. J'ai pas demandé est-ce qu'on était meilleur que les autres. J'ai demandé est-ce qu'on a été bon. En tout cas, on a gagné. On peut être meilleur que les autres et être nul. Ça veut dire que les autres étaient encore plus nuls. Ah, mais on va pas refaire le débat de Deschamps, l'équipe de France, mais bon, on a été meilleur que les autres. Oui. Là, Deschamps, équipe de France. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde? Est-ce qu'on a été bon? C'est bon. Merci, Johan. Mais moi, voilà, je le dis, tant que ça joue comme ça, tant qu'on ne voit pas une tendance claire, notamment dans les derniers matchs, dans le dernier tiers du championnat et dans les derniers matchs de Ligue des Champions, le Real Madrid n'a rien à faire déjà à la première place en Liga et rien à faire dans un dernier carré européen. Après voilà. Donc si après avec ce niveau de jeu on peut y aller, je serai inquiet pour le football en général, mais on sait jamais. Si le Real gagne, vous savez qu'on est tous contents. Bien sûr. Jérémy, tu parles pas, t'es pas content? Si, mais. Non, il veut pas froisser ses amis de. Je suis pas si péjoratif que Gilles Christ dans l'analyse globale du Real Madrid ces derniers temps. Donc après, c'est pour ça, oui. Moi, j'ai un peu plus, je vois plus de signes positifs que de signes négatifs vis-à-vis de la fin de saison. Bien sûr qu'il y en a. Mais en fait, dites-moi, quel est votre faisceau d'indices? Parce que c'est vrai que là, Jérémy, il a donné son explication, les titulaires vont revenir au fur et à mesure. Mais en fait, c'est quoi le faisceau d'indices sur le terrain qui vous permet de dire ça, en fait? Moi, la semaine dernière, vous disiez la même chose. Mais franchement, j'ai l'impression que ça sort. C'est comme si on récite une leçon et on a un trou de mémoire. Et d'un coup, on sort, on récite 2-3 trucs pour avoir 10. Moi, il y a deux choses qu'il faut dissocier. C'est notre niveau à nous et le niveau de la concurrence aussi. Le niveau de la concurrence n'est pas aussi élevé qu'on le prétend afin de dire que c'est totalement cuit. Je suis désolé, l'Atlético Madrid, la dernière fois ils ont perdu 2-0 contre les Levante, c'est ça, à domicile.
On les a battus, ils ont été d'un niveau lamentable quand on les a battus. Contre Chelsea, niveau lamentable, Chelsea les a battus, et Chelsea, vous n'allez pas me dire que c'est la meilleure équipe d'Europe. Loin Je suis désolé. Je suis désolé. Pour moi, tant qu'il n'y a pas un leader au niveau du championnat notamment qui est hyper séduisant, hyper fort, je suis désolé. Là, il reste 13 journées. Il y a quand même possibilité de pouvoir rattraper l'Atlético Madrid parce qu'ils finiront par craquer. Si on les bat, encore plus si on les bat. Alors, encore plus si on les bat, ils finiront par craquer. Vous avez déjà vu un champion qui perd le match aller et le match retour face au second ou face au troisième en tout cas, moi j'ai vu une équipe de ne pas gagner contre son second une saison. Et cette équipe s'appelle comment? Le Real Madrid, effectivement. Oui, ils l'ont même fait 2 fois. Ah, mais c'est 2 fois de trop. Non, mais après, voilà, entre ne pas gagner et perdre tous ces matchs, c'est différent quand même. C'est différent. Mais bon, après, voilà. Mais c'est vrai que. Parce que perdre à domicile contre son dauphin et perdre. Bon, on va dire perdre chez le dauphin, pourquoi pas. Mais perdre à domicile contre le dauphin, c'est assez moyen. Hein. C'est assez moyen quand même. Hein. Ah non, oui, c'est vrai. En plus, d'autant plus si le voisin si le deuxième est le rival. Exactement. Exactement. Et encore l'Atlético, j'arrive pas à les considérer comme des rivaux, mais bon, bref. Oui, parce que une équipe, un président de club qui dit Somos el Pupas. Ce qui veut dire nous sommes maudits. Non, nous sommes les maudits. Non, franchement, j'ai du mal à prendre au sérieux des individus comme ça, franchement. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi aussi, j'y crois. Hein. Moi, je me dis que voilà, si on doit perdre le championnat, ce sera pas, pas au profit d'une équipe comme l'Atlético. Pour moi, ce serait inadmissible en fait. Mais bon, bien sûr. Après, derrière, on va dire oui, mais vous êtes des rageux parce que l'Atlético. Mais le problème, c'est que voilà, ils aiment être maudits. Ils aiment la malédiction. Je sais pas. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Comme ce qu'a été le football français des années 80. C'est exactement ça. On aime être les beaux perdants. Sachant que eux, ils sont perdants, mais pas beaux. Ah, en plus, tu vois. Surtout avec la parodie de football la parodie qu'ils ont donnée contre Chelsea de caricature d'eux-mêmes. Mais bon. On va pas revenir dessus parce que voilà, vous de votre côté, on dit que voilà, ils sont maudits, etc. et qu'on a peut-être un complexe de supériorité. Mais Jérémy, on n'a pas gagné contre la Real Sociedad cette saison en championnat. Hein, on a fait 2 matchs nuls contre cette équipe. Comment une équipe qui fait 2 matchs nuls contre la Real Sociedad, qui voilà quoi, je ne leur en veux pas. Hein, c'est une équipe respectable, 5e du championnat actuellement. On peut aspirer à être encore ambitieux dans cette Liga en dépit de ça, alors que, par exemple, on a aussi peiné contre des équipes de bas de tableau. Ce qui peut donner confiance, c'est le manque de régularité des autres équipes. C'est-à-dire que le Real Madrid, bien qu'il ait fait de mauvais résultats contre les équipes de seconde partie de tableau, est parvenu à être régulier dans les résultats, et notamment contre les 4-5 premiers de Liga. Donc il a fait les résultats contre ces gros adversaires susceptibles de concourir contre lui pour le titre. Et c'est également, voilà, c'est la régularité. Et c'est le fait de... Là, on voit l'Atlético qui est un peu moins régulier. Bon, ils ont gagné contre Villarreal, mais ils ont été assez efficaces compte tenu de la globalité du match. Mais voilà, ils commencent à marquer le pas. Et c'est le fait que, voilà, comme en fin de saison dernière, le Real Madrid n'était pas flamboyant, mais était régulier dans les résultats. Et c'est ce qui a permis au Real Madrid de soulever la Liga et qui permet encore cette saison au Real Madrid d'y croire et de croire pour le titre. Après, il ne faut pas non plus, là on parle beaucoup de l'Atlético, est-ce qu'ils vont craquer ou pas. Il ne faut pas non plus oublier Barcelone qui quand même parvient à être à hauteur du Real Madrid malgré les problèmes institutionnels auxquels ils sont confrontés. Donc là, ils avancent petit à petit sans faire de bruit, mais il ne faut pas non plus les mettre de côté pour la bataille pour la Liga. Ils sont bienvenus, surtout que le Real joue contre l'Atlético ce week-end, alors que le Barça peut profiter du faux pas du Real ou du Real Madrid, du Real ou de l'Atlético. Donc voilà, là, faut pas non plus sous-estimer les autres, et ce qui permettra de soulever ce trophée en fin de saison, ce sera la régularité et le fait de ne pas échouer contre des concurrents directs. C'est ce qui a fait défaut pour le moment au Barça et à l'Atlético, parce que ça permettra après, en fin de saison, avec la confrontation directe, de passer devant ou une autre, devant une équipe ou une autre, notamment le Real avec le Barça, potentiellement si
il y a match nul ou victoire du Real Madrid lors du match retour. Ouais, Donc mais voilà, regarde, c'est la justement, régularité. Jérémy, parce que là, on comprend absolument rien. Là, on voit que normalement, on connaît la différence de but particulière en championnat, et aujourd'hui, le Barça est devant nous. Ah bon? Je savais pas. Je savais pas qu'on avait perdu au Camp Nou, par exemple. Ouais, non, mais on en a parlé un peu la dernière fois, là. Enfin, notamment hors podcast, c'est-à-dire que le classement de la Liga officielle est assez incompréhensible, de sorte que des équipes qui sont à égalité de points devancent des autres, alors qu'ils n'ont pas gagné en confrontation directe. Donc pour le moment, ce qui établit le positionnement des équipes dans le classement est assez flou. Je pense que ça se rééquilibrera forcément en fin de saison quand il y aura les 2 matchs qui ont été joués, mais actuellement, Bien sûr. c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément le positionnement du Barça par rapport au Real Madrid. Après, peut-être comme tu l'as dit hors épisode, Gilles, il y a peut-être eu un point de règlement qui a changé. Je n'ai pas fait forcément attention à ça, on va peut-être se pencher là-dessus, mais c'est vrai que pour le moment, ça va pas changer des masses la fin de saison, mais c'est vrai que pour les supporters, psychologiquement, éventuellement, ça peut jouer. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible, mais faut pas trop non plus s'inquiéter. Je pense que ça s'équilibrera normalement. De toute façon, c'est de sûr que ça s'est rééquilibrera en fin de saison. Et si Real fait le taf contre l'Atlético et contre le Barça, et qu'il y a égalité, ben, il pourra prendre l'avantage Ouais. pour la bataille pour le titre, quoi. Sachant que Johan, et là, je vais faire une petite attaque gratuite. Le Real Madrid n'a pas de dirigeant qui a dormi en prison. Voilà, donc ces derniers jours. Donc, du coup. Oui, donc là c'est pour non, mais parce que c'est vrai qu'ils sont devant nous, mais moi je comprends pas. C'est vrai que des présidents dorment en prison, 2 en 10 ans. Bravo. Félicitations, franchement. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Il manque plus que Nicolas Sarkozy devienne président du Barça et puis c'est bon, quoi. Non, franchement, non, il supporte le Real, donc. Ah d'accord. Oh là là. Il avait fait des siennes lors de la remontada. Il était à Barcelone où il a eu un comportement plus que déplacé envers les Catalans. Et il a mentionné le Real Madrid. Je sais pas, à notre grand plaisir, pour notre plus grand plaisir ou à notre grand désespoir, selon les sensibilités politiques, mais bon, on va passer outre ça. Moi, il y a 2 choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne, et moi me choque. Moi, je suis désolé. On a vu des statistiques qui sont un petit peu allées un petit peu partout, parce qu'à chaque match, il y a toujours un joueur qui a joué 350 matchs. C'était Varane contre l'Atalanta, Kroos, qui est maintenant l'Allemand qui a joué le plus de matchs au Real Madrid. J'étais pas au courant que Silica avait joué 308 matchs, donc c'est-à-dire quand même c'était impressionnant. Et Vinicius, on a joué 100. ah mais voilà, moi c'est ça là Johan, là c'est ton petit, c'est ton protégé. Cet individu est arrivé il y a 2 ans et demi et j'apprends aujourd'hui que cet individu, avec les qualités très limitées qu'il a, et que ce garçon doit être prêté dans des équipes de bourgades européennes d'Europe du Sud. Il compte 100 matchs au Real Madrid. Franchement, Johan, est-ce qu'on n'a pas raté notre vocation au fond, si un joueur comme Vinicius joue 100 matchs au Real Madrid? Bah, après, il a joué son mode surtout parce que il était dans une situation où on pouvait pas faire autrement aussi. C'est ça aussi. Et en plus, il marque. Eden Hazard est tout le temps titulaire. Je suis pas sûr que Vinicius joue 100 matchs. Hein. Mais quand même. Mais moi, oui. je peux pas accepter qu'un garçon âgé, qui n'a même pas encore 20 ans vienne. Enfin, je sais pas, il a quel âge Vinicius? Il a 20 ans. Il a 20 ans. Un garçon de 20 ans joue 100 matchs à l'image de légendes comme Raoul qui ont fait vraiment l'histoire du Real Madrid. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? On veut comparer les 100 matchs des uns et des autres ou pas? Hein? Non, mais oui, il faut le dire. Moi, Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est dans une situation compliquée. C'est ça aussi. Il faut pas omettre ça. On est dans une situation compliquée et je pense que ces 100 matchs sont dus au fait que, mis à part la grosse blessure qu'il a eue face à l'Ajax Amsterdam, il a pas physiquement, il a toujours été prêt pour jouer les matchs. Après, bon, est-ce qu'il a montré des prestations de bonne facture? Je ne pense pas. Pour la majorité, je ne pense pas. Mais après, voilà, je pense que voilà, il y a une confiance qui lui est donnée, peut-être un petit peu trop excessive. Ça, c'est chacun se fera son avis dessus. Mais les 100 matchs, voilà, quoi qu'on en dise, il les a joués, quoi. Mais après, ce qu'il faut oublier, c'est 100 matchs, pas 100 titularisations aussi. Hein. Donc, mais c'est quand même 100 matchs, parce que quand on regarde
donc Vinicius au Real Madrid, il peut dire que sur la feuille de match, j'ai joué au Real Madrid 100 fois, mais vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai. C'est incroyable quand même. Il est arrivé en 2018. On est en 2021, donc là, mars 2021, donc ça veut dire qu'en moins de 30 mois, il est là sans match. Non, mais... Vous voyez de 30 matchs par an. Ah, mais comme un joueur qui est régulièrement titulaire. Je sais pas, Jérémy, peut-être que c'est moi qui suis dans l'acharnement ou qui souhaite attaquer les individus, mais moi, il y a des choses comme ça qui me font que moi, je suis en train de péter les plombs. Comment un mec comme ça joue sans match? On voit la qualité du Real Madrid et après on peut se dire encore une fois qu'on va être le Real Madrid, qu'on va être encore le plus grand club d'Espagne et qu'on aspire encore à gagner une 14e Ligue des Champions. Moi, c'est des choses comme ça moi, qui font que ça joue un peu sur mon cœur là. Après, comme l'a dit Johan, si Eden Hazard n'était pas blessé, Vinicius aurait joué moins de matchs. Et il est clair, c'est sûr que Eden Hazard est titulaire indiscutable normalement au poste d'ailier gauche. Donc Vinicius n'aurait pas dû jouer autant de matchs. Mais après, pour les 100 matchs, Vinicius les mérite et c'est tout à son honneur dans le sens où lui, il a été présent, très peu blessé. Il a su répondre lorsque Zidane faisait appel à lui. Voilà, il a profité certes des blessures d'Eden Hazard, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a mérité, notamment de par ses performances, notamment lors de la saison 2018-2019. C'était un des meilleurs joueurs de l'équipe, alors que le Real Madrid n'allait pas très bien. Donc voilà, il a su tirer profit de différentes circonstances, blessures, suspensions, mais également prouvé par ses performances qu'on peut qualifié un peu de moyenne parfois, voire de catastrophique, mais voilà, c'est sûr que si on prend le club en tant que tel, le Real Madrid, ça fait bizarre de voir un joueur de 20 ans qui n'est pas totalement performant et régulier dans ce qu'il propose sur le terrain, puisse faire 100 matchs au Real Madrid, mais après, voilà, il faut aussi le féliciter parce qu'il a su saisir sa chance. Après, est-ce qu'il va continuer à enchaîner les matchs? Je ne sais pas, ça tout dépend de la présence ou pas d'Eden Hazard, s'il continue à se blesser ou pas. Après, ça dépend aussi s'il va être prêt à l'avenir, même si lui ne le veut pas. Mais voilà, ça témoigne d'un gars qui ne lâche pas l'affaire, qui est très peu souvent blessé, qui prend soin de son corps, qui a une motivation, et qui a l'amour du maillot. On le voit à chaque fois, voilà, embrasser les cuissons du club. C'est certes anecdotique pour certains joueurs, mais pour lui, ça représente énormément. Donc voilà, il les mérite et il faut le féliciter pour ses 100 matchs. C'est louable. C'est clair que c'est louable. Après, maintenant, je trouve que la direction, et c'est pas faute de le dire, mais je trouve que la direction est très, très, très patiente avec ce joueur. Ça, faut pas l'oublier. Après, il n'y a pas le choix non plus. Je pense que le contexte aussi fait qu'on n'a pas le choix d'être très patient avec ce joueur-là. Mais je pense que si, on va dire, les problèmes financiers se résorbent et que la situation redevient normale, parce que malheureusement, le problème qu'on a, c'est qu'on a cet inconnu-là, il est clair que Vinicius, il prendra la porte, ça c'est clair. Donc à lui de saisir sa chance et de manière correcte, on va dire ça comme ça. Ah, correct, oui. Et ça me fait aussi penser que là, en plus, il y a des informations, et c'est pour ça que je vous dis que là, on est dans un entre-deux qui est quand même insupportable. Pourquoi il est insupportable? On était quasiment, certains, même dans nos états d'esprit, notamment quand on attendait la Ligue des Champions, de voir Zinedine Zidane ne pas continuer avec le Real Madrid. Ça, c'était à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Donc là, on arrive au mois de mars, et là, on se pose la question. Voilà, maintenant, il y a des sources qui sortent comme quoi Florentino Pérez, qu'une grande partie du madridisme veut voir rester jusqu'en 2025, mais compte sur Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Moi, voilà. Maintenant, voilà, Johan, voilà, qui voulait rester mesuré, qui voulait rester cool dans cet épisode aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, tu vois ça. Tu vois Zinedine Zidane capable de rester au Real Madrid, et en plus, parce que les résultats vont dans son sens. T'es plutôt optimiste pour l'avenir ou t'es plutôt inquiet? Quand je dis avenir, c'est avenir proche déjà d'ici la fin de la saison, et en plus, la saison prochaine, tu vois. Bon. À vrai dire, je suis pas très optimiste pour cette saison-là, mais la seule chose qui pourrait, entre guillemets, me faire, on va dire, me rendre pas content, mais avoir un motif de satisfaction, avoir un motif d'espoir par rapport au fait que Zidane puisse rester la saison prochaine,
c'est l'arrivée d'un certain Kylian Mbappé. Je pense que Zidane peut être le VRP de luxe pour Kylian Mbappé par rapport à ça. T'es encore dessus, toi? Ah bah oui, ah mais oui, Ouais. ah mais oui, ah mais oui, oui, oui. Moi je veux que ce petit-là vienne chez nous, bon bref, j'ai pas envie de m'exciter plus que ça. Mais on va dire c'est vraiment le seul motif d'espoir que j'ai par rapport à Zidane. Mais clairement, je vais pas changer mon avis d'un iota. Je veux que Zidane dégage à la fin de la saison. Ça c'est clair et net. Je veux qu'il dégage à la fin de la saison. Il y a des mecs comme Max Allegri qui sont sur le marché, qu'on fasse le nécessaire pour le faire venir la saison prochaine. On en a marre, c'est bon. Moi, je veux que... En fait, comme j'ai dit, le problème que j'ai avec Zidane, parce que je sais que si Zidane reste à la fin de la saison, on sait très bien que Kubo, il va être prêté encore en Chine. Régnier, il va être prêté au Japon. Il y a qui d'autre? Odegaard, il va être prêté en Finlande. Ça va être le bordel en fait. C'est ça le problème. Moi, c'est ça qui va m'énerver, c'est que les forces qui sont comment dire, qui appartiennent au Real Madrid, donc tels que Odegaard, Kubo, etc. Même quelqu'un comme Reguilón, auquel on a, je pense, si je me trompe pas, un droit de retour par rapport à ça. Hakimi aussi, il me semble que c'est le même cas. Ces joueurs-là ne seront pas sûrs de revenir si Zidane reste en fait. C'est ça qui m'agace un petit peu. Donc voilà pourquoi je suis, on va dire, partagé par rapport à ça, mais clairement, si ça tenait qu'à moi, Zidane partirait à la fin de la saison. Mais voilà, donc là, on reconnaît un petit peu Johan. Je me suis dit que quand même, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé sur sa tête et que il était devenu calme. Après, par rapport à ça, par rapport à la formation, les jeunes, je vous invite à lire un article qu'on a partagé sur nos réseaux la semaine dernière, juste avant le match contre Atalanta. Très très bon article écrit par François et Miguel Boudet. Je dis pas ça parce que je suis dedans. Non, mais même non, blague à part. Franchement, le contenu il est vraiment très intéressant. Je conseille très fortement à ceux qui nous suivent de le lire. Mais en tout cas, moi j'étais très honoré de faire partie de ces témoignages où il y a eu d'éminentes personnalités qui ont fait la vie du Real Madrid et qui aussi sont très influents aussi dans la presse madrilène, qui vaut ce qu'elle vaut en termes d'infos et de rumeurs, mais voilà, qui a donné une analyse sur nos canteranos. Jérémy, là, après pour toi, maintenant j'ai envie de connaître quand même ton avis par rapport à Zidane, notamment sur la fin de saison. Sois sincère, franchement. Hein, sors-nous de voilà. Attends, voilà, dis-nous la vérité. On fait quoi avec Papa Zidane alors que on est dans cet entre-deux? Est-ce qu'on continue comme ça? On va arrêter les fréquents avec Zidane pour toi? Je pense qu'il faut, par rapport au contexte actuel, je trouve qu'il n'y a pas énormément de coachs sur le marché qui seraient susceptibles de prendre la relève, même si Johan a évoqué Allegri et éventuellement Raoul, mais Raoul encore c'est un pari. Mais à part si le Real Madrid débauche un entraîneur au sein d'un club, notamment par exemple Jürgen Klopp, je vois pas sur le marché d'entraîneur capable d'éventuellement relancer l'équipe. Après, il y en a peut-être, mais là ça ne me vient pas. Donc c'est pour ça que là, par rapport au contexte actuel, moi je serais d'avis qu'il reste, mais dans le sens où après, tout dépend, comme l'a dit Johan, du mercato. Après, en fonction des arrivées, il faudra bien que Zidane les utilise. On sait qu'il a du mal avec à utiliser certains joueurs, mais après, il y a aussi dans le sens où Zidane est un pouvoir d'attraction aussi au Real Madrid. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, est-ce que Kylian Mbappé vient au Real Madrid? C'est pas dit, ce sera pas aussi facile. Cristiano Ronaldo, il est arrivé, il y avait qui? Il y avait l'ingénieur Pellegrini qui était au club. Le Real se suffit à lui-même. On sait que les joueurs français ont quand même plus tendance à être attirés par notamment la notoriété de Zidane. Ça a été le cas avec Varane. Après, il y a aussi le fait que, comme Johan l'a évoqué, Zidane a un pouvoir d'attraction, mais également un pouvoir entre guillemets de destruction, c'est-à-dire dans le sens avec les Reguilón et Hakimi, même si Reguilón a été vendu parce que Real avait besoin d'argent. Voilà. Après, il y a ce problème-là dans le sens d'inscrire des joueurs dans le collectif. Après, tout dépend. Franchement, là, si on voit, je te donne mon avis par rapport à cette saison-là. Pour moi, Zidane ne devrait pas continuer par rapport à ce qui a été proposé en début de saison. Après, si on met en balance les recrutements éventuels du Real Madrid, pour moi, il faudrait éventuellement qu'il reste. Mais après, j'ai peur aussi qu'il fasse, par exemple, la saison de trop 2021-2022, parce que son contrat va jusqu'en 2022. Donc, au moins, je
pense que par rapport à ce qui se passe sur le marché et par rapport au fait que les cibles préférées de Pochettino, de lapsus révélateur de Florentino Pérez, c'était Pochettino, et il est déjà occupé au sein du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que les potentiels entraîneurs qui étaient susceptibles d'intéresser Florentino Pérez, ils sont occupés, ils ont déjà un poste, donc par rapport à ça, je pense que Zidane devrait continuer. Après, tout dépendra de comment sera mis en place et s'il pourra remettre en question son schéma tactique comme il le fait lors des derniers matchs là, et notamment aussi remettre en question potentiellement le poids, l'impact de Benzema et le mettre avec un autre attaquant, changer un peu de système et ne pas hésiter par exemple à faire sortir Benzema quand ça va pas, parce qu'il a du mal à faire ça. Donc c'est voir s'il arrive à se faire violence. Après, s'il arrive à se faire violence et qu'il inscrit les différentes recrues, qu'il arrive à apporter une certaine nouveauté tactique, technique et en termes de discours par rapport aux jeunes joueurs qui veulent venir au Real Madrid, pour moi, il devrait rester. Mais là, si je te dis à court terme, pour moi, il ne devrait pas rester. Mais à long terme, si on va plus loin avec tout ce qu'il y a comme contexte actuellement sur le marché, pour moi, il devrait rester. D'accord. Hein. Ouais, bon, voilà, donc là, Jérémy, toujours. Voilà, donc il sait qu'il a des. Voilà, donc c'est vrai que les abonnés de Madrid France sont un peu dans cette chose-là. Il ne faut pas qu'ils froissent tout le monde, donc du coup. Non, mais c'est mon avis. Là, c'est pas. Là, j'ai pas parlé en tant que page, tu vois. Ah non, en tant que page, effectivement. Et il faut pas oublier Madrid France qu'on cite aussi régulièrement ici, et qui nous fait confiance par le biais de Jérémy. Le derby. Le derby, je vais vous demander votre pronostic pour ce match. Victoire du Real Madrid, 2-1, but signé Ramos et Modric. Ah oui, donc ça veut dire que Ramos, il a Ramos et Modric. Non, Johan, plus sérieusement. Ah, t'es sérieux en plus? Plus sérieusement, victoire du Real, 2-1. But de Modric et de Benzema. D'accord. Ben, en plus, oui, la cote du Real, elle est intéressante hein, quand même pour une cote à l'extérieur. 2,62, je crois, pour l'instant à date, pour le match de dimanche. Et 2-1, il est à 8,80. Donc ça peut être intéressant. Et après, donc, sachant que je suis un très mauvais pronostiqueur. Mais... Ah oui, de toute façon, on est catastrophique. Franchement, si des gens nous écoutent pour parier, à part peut-être Jérémy, lui, il arrive à sauver les meubles de temps en temps, mais sinon, Johan et moi, on est catastrophique. Donc du coup, Jérémy, toi, tu penses quoi pour ce match-là, toi? Moi, je vois une victoire du Real Madrid. Après, par rapport au score, moi, je verrais aussi un 2-1, parce que l'Atlético va forcément marquer. Ils ont quand même, ils ont pas des peintres devant. Hein. Je pense qu'il y aura 2-1 et le but de, Casemiro et de Benzema. Casemiro et Benzema. Donc ça veut dire que toi, tu vois des buts sur coup de pied arrêté déjà. Ah bah, de toute façon, au moins un. Oui, au moins. Au moins Cardiff, Casemiro, il marque pas sur coup de pied arrêté. Hein. Johan, t'aimes trop le rétroviseur. On va faire des épisodes on va faire les épisodes plus tard sur ces Ligues des Champions. On va voir avec quel pied tu vas faire ces épisodes-là pour parler des triplés. J'imagine que Casemiro, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe et c'est le joueur qui a le plus frappé au but contre la Real Sociedad. Donc il se procure pas mal d'occasions. Donc, quand on voit le ratio de tir cadré du Real, après, il y a ce problème. 3 cadrés, non, quand même. Voilà. Donc là, on comprend que oui, effectivement, que Casemiro tente sa chance et ça se voit. Pas accepté exactement. Mais voilà, donc là, c'est donc 2-1, mais encore une fois, vous êtes super positif. J'arrive pas à vous faire sortir de votre nuage. Ah oui, et toi, Gilles, tu prévois une défaite ou un match nul? Franchement, moi, je vois match nul. Voilà, le mec il a pas envie de dire une défaite. Non, parce que moi je ne vois pas, je vois pas pourquoi on va perdre contre ces gens-là. Pourquoi on va perdre même. Tu vois, j'allais dire, qu'est-ce qui me motiverait le fait qu'on perde contre l'Atlético, franchement, à un moment donné. Hein, moi je dis qu'on n'est pas forcément géniaux, mais quand même, il y a des adversaires contre qui franchement, autant perdre même que contre le 20e du championnat, il n'y a pas de souci, mais perdre contre l'Atlético, pour moi, ce serait insupportable. Insupportable. Moi, je vois un but partout, une cote à 5, voilà, sécurité. Le championnat ne sera pas joué. Et moi, je pense que il faut pas qu'on. Et là, franchement, là, c'est mon avis, il faut pas qu'on revienne trop tôt
dans la course. Franchement. Il faut Tu pas veux que le rush se fasse dans les 8 dernières journées, 7 dernières à ce journées. moment-là, tu vois. Ouais. Dans Il les, ne faut pas dans non les- plus être il trop en reste- retard aussi. Hein. Pardon? Faut pas non plus être trop en retard aussi, parce que si Faut pas Real être gagne en pas, retard. après il peut se retrouver Mais à c'est 11 pour ça points. que le match nul, tu vois, voilà, on arrive à. On va Ah, dire on les freine. On freine On les un peu freine, on les ouais. freine un peu, alors qu'on aurait pu, si on avait gagné là, ça aurait été très dangereux. Parce qu'après, à la fin, il faut qu'on monte nos intentions. Parce que, vu la stratégie qu'on a, il faut que l'air de rien, il va plus rester beaucoup de matchs, et on soit dans la course pour pouvoir gagner. Donc Mais- Chris, excuse-moi Ouais. si je peux me permettre. Ouais. Donc tu as espoir en une victoire en championnat, c'est ça? Je dis que si on veut gagner, il faut pas le montrer maintenant. Le Real le fait très bien en ce moment, mais dans le contenu, on est encore comme ci, comme ça, tu vois. Donc, du coup, D'accord, moi, je suis très pas bien. forcément très convaincu par ce que je Très suis en bien. train de voir. Mais Très dans l'attitude comptable, voilà, je me dis que si on commence à faire la série de 8 victoires consécutives comme on a pu faire sur la fin de saison dernière, voilà, on pourra commencer à rêver un petit peu. Comment on dit langue de bois en espagnol? Mais bon, tranquille, je comprends ce que tu dis. Alors, je suis pas langue de bois. Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, franchement, tu penses que c'est la langue de bois, c'est plutôt toi sur les 40 minutes qu'on vient de passer ensemble. Très bien, j'accepte. Ah, mais regarde, t'as vu? En plus, tu fais encore de la langue de bois en acceptant. Incroyable. Alors qu'on va couper le micro. Mais bon. Non, mais voilà, non, merci messieurs hein, pour tout ça. Et franchement, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Et franchement, je ne veux pas faire de podcast. Et je le dis clairement, je ne veux pas faire de podcast après une défaite contre l'Atlético. S'il y a une Très défaite contre l'Atlético, vous allez vous débrouiller, Jérémy et toi, pour faire l'analyse parce que je ne serais pas capable d'accepter ça. Très bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, d'ici là, à la Madrid! À la Madrid. À la Madrid.